Le 26 décembre, une frappe ciblée traverse le nord du Nigeria et rompt un fragile équilibre régional. Alors que l'attention mondiale était ailleurs, cette opération révèle un basculement stratégique. Après la fermeture des bases terrestres au Sahel, la pression se redéploie vers la mer et les périphéries. Que signifie ce mouvement pour les civils, pour les États voisins et pour la trajectoire que défend Ibrahim Traoré au Burkina Faso entre souveraineté revendiquée et confrontation prolongée? Derrière les explosions, un compte à rebours silencieux s'enclenche et l'année 2026 cesse d'être une date abstraite. Cette analyse promet de décoder ce qui se joue réellement derrière les frappes du 26 décembre, au-delà des communiqués officiels et des récits sécuritaires dominants. En moins de 20 minutes, vous comprendrez pourquoi ces événements comptent pour la stabilité régionale, pour les choix politiques à venir et pour la vie quotidienne de millions de personnes. D'abord, il s'agit d'enjeux de souveraineté. Qui décide où, quand et contre qui la force est employée en Afrique de l'Ouest. Ensuite, d'enjeux de sécurité réelle, non pas mesurés en opérations militaires, mais en protection durable des populations. Enfin, d'enjeux géopolitiques, car chaque frappe s'inscrit dans une recomposition plus large des alliances, des influences et des lignes de fracture. Le discours porté par des figures comme Ibrahim Traoré s'insère dans ce contexte tendu, où les promesses d'autonomie se heurtent à des stratégies d'endiguement externe. Comprendre ces dynamiques permet de distinguer ce qui relève de la prévention du chaos et ce qui risque, au contraire, de l'alimenter à moyen terme. La frappe du 26 décembre n'est pas un épisode isolé. Elle marque une nouvelle phase d'une stratégie déjà en cours depuis 2023, lorsque les bases étrangères ont commencé à quitter le cœur du Sahel. En moins de 2 ans, l'architecture sécuritaire régionale est passée d'un contrôle terrestre dense à une projection mobile, plus discrète mais potentiellement plus large. Pour saisir cette bascule, il faut revenir au rôle central qu'a longtemps joué l'espace sahélien dans les dispositifs militaires occidentaux. Pendant plus d'une décennie, des installations fixes, présentées comme des pôles de surveillance et de stabilisation, ont servi de point d'appui pour observer, dissuader et intervenir. Ce modèle reposait sur une présence permanente, visible, et sur des accords bilatéraux censés garantir une coopération durable. La rupture est intervenue lorsque ces accords ont été contestés de l'intérieur. Des mobilisations populaires, des changements de régime et une remise en cause ouverte de la légitimité étrangère ont progressivement fragilisé ce système. La fermeture ou la réduction de certaines bases n'a pas seulement créé un vide logistique, elle a contraint à repenser entièrement la manière d'exercer une influence sécuritaire dans la région. C'est dans ce contexte que la frappe du 26 décembre prend tout son sens. Elle signale un déplacement géographique et tactique. Plutôt que de contrôler le centre, la pression se déplace vers les marges, en s'appuyant sur des États voisins et sur des moyens navals ou aériens opérant à distance. Cette évolution permet d'agir sans s'exposer aux mêmes formes de contestation locale. Les discours de dirigeants sahéliens, dont Ibrahim Traoré, s'inscrivent précisément contre cette logique. Ils dénoncent une continuité stratégique masquée par un changement de forme, où l'objectif reste de peser sur les choix politiques et économiques de la région. Un point souvent négligé apparaît ici. Ce qui semble être une réponse ponctuelle à une menace sécuritaire est en réalité un ajustement structurel, amorcé depuis plusieurs années. Pour mesurer les effets immédiats de cette recomposition, il faut quitter les cartes stratégiques et observer ce qu'elle produit au niveau humain. Dans le nord de la région, des communautés rurales vivent depuis des années avec la sensation que les décisions majeures concernant leur sécurité sont prises loin de leurs champs et de leur marché. Les frappes de décembre n'ont pas seulement visé des objectifs armés, elles ont ravivé une mémoire collective faite d'incertitude et de dépendance. Prenons le cas d'un agriculteur quinquagénaire installé à la lisière d'une zone touchée indirectement par l'opération. Pour lui, la nouvelle n'a pas été perçue comme une action extérieure abstraite, mais comme un signal familier. Lorsque les grandes puissances déplacent avions ou navires, les équilibres locaux se fragilisent. Les routes deviennent moins sûres, les échanges se raréfient et la peur s'installe avant même que les combats n'approchent. Ces impacts précoces sont souvent absents des récits officiels. Pourtant, ils constituent la première onde de choc d'une stratégie plus large. La pression militaire indirecte
modifie les comportements, pousse certaines populations à se déplacer et accentue la méfiance envers les autorités nationales, perçues comme incapables de maîtriser totalement leur territoire. C'est précisément ce décalage entre discours sécuritaire et vécu quotidien qui alimente la défiance régionale. Les habitants ne jugent pas une stratégie à l'aune de ses intentions déclarées, mais selon ses effets concrets sur leur stabilité. Ici, l'idée essentielle est claire. Avant même toute escalade, la recomposition stratégique produit déjà des coûts sociaux mesurables. La séquence qui mène aux frappes du 26 décembre s'articule en 3 temps distincts. D'abord une phase d'activation, puis un point culminant, enfin des répliques. Chaque phase éclaire la logique d'ensemble et permet de comprendre pourquoi l'événement dépasse largement le cadre d'une opération ponctuelle. L'activation commence par une accumulation de signaux faibles. Après le retrait progressif des bases terrestres au Sahel, plusieurs États voisins deviennent des pivots implicites. Des discussions sécuritaires s'intensifient, des exercices conjoints sont annoncés, et la rhétorique officielle insiste sur la nécessité d'endiguer les groupes armés transfrontaliers. Dans le même temps, la présence navale au large du golfe de Guinée gagne en visibilité, présentée comme un dispositif de dissuasion et de réaction rapide. Cette phase reste volontairement diffuse, laissant l'impression d'une continuité plutôt que d'une rupture. Le climax survient lorsque la frappe est exécutée dans le nord du Nigeria. Le choix du moment n'est pas anodin. La période de fin d'année, traditionnellement marquée par une baisse de l'attention médiatique internationale, réduit le risque de débat immédiat. L'action est décrite comme ciblée, limitée et strictement défensive. Pourtant, son emplacement géographique envoie un message plus large. Il s'agit moins de neutraliser une menace précise que de démontrer une capacité à frapper depuis les marges sans réinstaller de bases fixes contestées politiquement. Cette démonstration de force agit comme un rappel stratégique. Elle indique aux gouvernements régionaux que, malgré les retraits apparents, les leviers militaires restent disponibles. Elle s'adresse aussi aux alliances émergentes du Sahel en soulignant que leur espace de manœuvre demeure contraint par des capacités d'externes projetées à distance. Dans ce cadre, les prises de position de dirigeants comme Ibrahim Traoré prennent une résonance particulière car elles s'opposent frontalement à l'idée que la souveraineté puisse coexister avec une pression militaire indirecte permanente. Les répliques apparaissent rapidement après l'opération. Sur le plan politique, les autorités concernées doivent justifier la frappe auprès de leurs opinions publiques tout en rassurant leurs partenaires. Sur le terrain, les populations locales réagissent donc par une prudence accrue. Déplacements différés, marchés moins fréquentés, circulation réduite. Ces effets secondaires, souvent invisibles dans les bilans officiels, constituent pourtant la trace durable de l'événement. Enfin, cette séquence s'inscrit dans une dynamique plus longue. La frappe ne clôt pas un cycle, elle en ouvre un autre. Elle teste les lignes rouges, mesure les réactions régionales et internationales et prépare potentiellement des ajustements futurs. Le avant et le après ne se distinguent pas par l'intensité immédiate, mais par la normalisation d'un nouveau mode d'intervention, plus mobile et moins exposé politiquement. La lecture chiffrée de cette séquence confirme qu'il ne s'agit pas d'un simple épisode tactique, mais d'un changement mesurable de posture. 3 repères suffisent à éclairer cette bascule, à condition de les replacer dans leur contexte. Pour commencer, un premier repère temporel s'impose, de 2011 à 2023. Pendant plus d'une décennie, à partir de 2011, la stratégie dominante a reposé sur des bases terrestres fixes au cœur du Sahel. Elle concentrait la surveillance, la logistique et la capacité d'intervention rapide. En 2023, ce modèle se fissure lorsque des gouvernements et des mouvements populaires exigent la fin de cette présence permanente. Le passage de 2011 à 2023 marque donc une transition de 12 années, non pas vers un retrait total, mais vers une autre forme de projection de puissance. Cette durée longue montre que l'infrastructure militaire ne disparaît pas soudainement, elle se transforme. Ensuite, un deuxième repère s'impose, la date du 26 décembre. Le choix du 26 décembre n'est pas neutre. Il correspond à une fenêtre de faible vigilance médiatique internationale et à un moment où les circuits diplomatiques fonctionnent au ralenti.
Ce repère temporel illustre une logique d'optimisation politique. Frapper quand le coût réputationnel est minimal. Autrement dit, la date devient un multiplicateur d'efficacité non militaire, mais informationnel. Cela explique pourquoi l'opération, bien que présentée comme limitée, produit un écho stratégique disproportionné dans la région. Enfin, un troisième repère retient l'attention. La distance évoquée, environ 6000 km. Dans les discours relayés par les habitants et les observateurs, revient souvent l'idée que certaines décisions sont prises à plusieurs milliers de kilomètres des zones affectées. Le chiffre d'environ 6000 km sert ici de symbole concret. Il rappelle que la capacité technologique permet d'agir à très longue distance, sans présence humaine directe sur le terrain. Cette donnée éclaire le ressentiment local. La sécurité est décidée loin des conséquences quotidiennes, ce qui accentue la perception de déconnexion entre stratégie et vécu. Pris ensemble, ces trois repères dessinent un avant et un après. Avant, une présence visible, contestable, politiquement, mais identifiable. Après, une action plus diffuse, plus mobile et plus difficile à contester juridiquement ou diplomatiquement. Les autorités peuvent affirmer qu'il n'y a plus de base permanente, tout en conservant une capacité de frappe intacte. C'est précisément cette zone grise que dénoncent des dirigeants sahéliens, dont Ibrahim Traoré, lorsqu'il parle de souveraineté incomplète. Les chiffres ne prouvent pas une intensification quantitative immédiate des frappes, mais ils révèlent une intensification qualitative du contrôle à distance. Le delta n'est donc pas dans le volume d'action, mais dans leur architecture. Les défenseurs de la frappe du 26 décembre avancent généralement deux arguments principaux qu'il faut examiner sérieusement avant toute critique. Le premier est sécuritaire. Selon cette thèse, l'opération viserait avant tout à empêcher la circulation transfrontalière de groupes armés et à réduire leur capacité de nuisance. Dans cette logique, frapper aux marges, depuis l'extérieur du Sahel, serait une adaptation pragmatique destinée à éviter l'enlisement et à limiter les risques pour les forces engagées. L'objectif affiché est clair, prévenir une extension de l'insécurité vers des zones plus densément peuplées. Le second argument est politique et juridique. Les partisans de cette approche soutiennent que l'absence de base permanente respecte davantage la souveraineté formelle des États concernés. En opérant sans installation durable, les acteurs extérieurs affirment réduire les tensions diplomatiques et répondre ponctuellement à des menaces spécifiques, à la demande ou avec l'accord implicite de partenaires régionaux. Cette flexibilité serait, selon eux, un compromis acceptable entre retrait total et présence intrusive. Ces deux arguments ont une cohérence interne. Ils reconnaissent l'échec partiel des stratégies passées tout en cherchant à préserver une capacité d'action. Cependant, ils se heurtent à une limite centrale lorsqu'on les confronte aux effets observables sur le terrain. La réponse critique repose sur un constat simple. La forme change, mais la contrainte demeure. Même sans base visible, la capacité de frappe à distance continue de peser sur les choix politiques locaux. Les populations perçoivent moins une protection qu'une incertitude permanente, car l'intervention peut survenir sans avertissement clair, ni contrôle démocratique local. De plus, cette approche tend à externaliser les coûts humains et sociaux vers les communautés frontalières, sans mécanisme de responsabilité directe. C'est sur ce point que des dirigeants sahéliens, dont Ibrahim Traoré, concentrent leurs critiques. Ils ne contestent pas seulement l'efficacité militaire, mais la logique même d'une sécurité décidée hors du cadre régional. La question n'est donc pas de savoir si la frappe était techniquement justifiable, mais si elle rapproche réellement la région d'une stabilité durable. La frappe du 26 décembre marque un point médian, un moment où la logique sous-jacente devient plus lisible et où les intentions réelles se dévoilent. À ce stade, l'enjeu ne réside plus seulement dans la neutralisation ponctuelle de groupes armés, mais dans l'évaluation des réactions régionales. La question centrale devient jusqu'où cette nouvelle forme d'intervention, mobile et indirecte, peut-elle être normalisée sans provoquer de rupture politique ouverte ?
En frappant depuis les marges, les acteurs extérieurs observent attentivement les réponses des gouvernements concernés, des alliances sahéliennes et des opinions publiques. Ce midpoint révèle aussi un déplacement du rapport de force symbolique. Là où les bases fixes suscitaient des contestations visibles, la projection à distance dilue la responsabilité et complique la mobilisation. Cette opacité tactique constitue un avantage stratégique, mais elle accroît également la défiance. Les communautés affectées n'identifient plus clairement qui décide ni selon quels critères. C'est précisément dans cette zone d'incertitude que s'inscrivent les discours de figures comme Ibrahim Traoré. Leur message gagne en portée à mesure que la stratégie adverse devient moins lisible et plus abstraite. Le tournant est là. La confrontation ne se joue plus seulement sur le terrain militaire, mais sur la capacité à imposer un récit crédible de souveraineté et de sécurité. Les effets de la frappe du 26 décembre ne se répartissent pas de manière abstraite. Ils se manifestent différemment selon les acteurs concernés. 4 groupes permettent de mesurer concrètement l'onde de choc, les États, les acteurs économiques, les populations civiles et l'équilibre régional. Pour les États, la conséquence immédiate est un resserrement de la marge de manœuvre politique. Les gouvernements directement ou indirectement impliqués doivent composer avec une pression sécuritaire externe tout en maintenant une légitimité interne fragile. La frappe rappelle que, malgré les discours de partenariat, certaines décisions clés échappent au contrôle national. Cette situation complique les arbitrages diplomatiques, notamment vis-à-vis des alliances sahéliennes émergentes, dont les positions sont perçues comme de plus en plus affirmées par des dirigeants tels qu'Ibrahim Traoré. Du côté des acteurs économiques, l'impact est plus diffus, mais tout aussi réel. L'incertitude sécuritaire freine les investissements locaux, perturbe les chaînes d'approvisionnement et renchérit les coûts de transport. Les commerçants et les producteurs, notamment dans les zones frontalières, ajustent leurs activités par prudence. Même sans destruction massive d'infrastructures, la simple possibilité d'une escalade suffit à ralentir les échanges et à accroître la vulnérabilité économique. Pour les populations civiles, les conséquences sont les plus immédiates et les moins visibles dans les bilans officiels. La frappe accentue un climat de peur latente. Les déplacements sont différés, certaines écoles ou marchés fonctionnent au ralenti et les familles intègrent l'idée que la violence peut surgir sans préavis. Ce coût psychologique, rarement quantifié, s'ajoute aux difficultés déjà existantes et alimente un sentiment d'abandon. Les civils ne jugent pas l'efficacité d'une stratégie à ses intentions déclarées, mais à sa capacité à leur offrir une prévisibilité minimale. Enfin, sur le plan de l'équilibre régional, l'opération agit comme un signal. Elle rappelle que la recomposition en cours au Sahel n'est pas ignorée par les puissances extérieures et qu'elle suscite des réponses adaptatives. Cette dynamique renforce paradoxalement la cohésion symbolique entre certains États sahéliens, qui interprètent la frappe comme une confirmation de leurs inquiétudes. Les discours de souveraineté gagnent alors en résonance, car ils apparaissent moins idéologiques et davantage liés à des expériences concrètes. Ainsi, la conséquence majeure n'est pas une modification brutale des rapports de force, mais une accumulation d'effets qui, mis bout à bout, redéfinissent les choix possibles. La frappe du 26 décembre pèse moins par ce qu'elle détruit que par ce qu'elle contraint, en installant durablement l'idée que la sécurité régionale reste conditionnée par des décisions prises ailleurs. À court et moyen terme, l'évolution de la situation peut être envisagée à travers 3 scénarios distincts. Aucun ne relève de la prédiction certaine. Chacun éclaire plutôt des trajectoires plausibles selon les choix politiques et stratégiques à venir. Dans un scénario de base, l'évolution tend vers une normalisation sous tension. Dans cette hypothèse, la frappe du 26 décembre devient un précédent accepté. Les interventions à distance se poursuivent de manière sporadique, sans réinstallation de base fixe, et sont justifiées au nom de la lutte contre l'instabilité transfrontalière. Les gouvernements régionaux s'adaptent, évitant la confrontation directe tout en exprimant des réserves symboliques. La sécurité ne se dégrade pas brutalement, mais reste imprévisible. Ce scénario maintient une forme d'équilibre instable où la pression extérieure coexiste avec des discours de souveraineté renforcés.
Dans un scénario optimiste, l'évolution s'oriente vers une désescalade coordonnée. Ici, la frappe agit comme un électrochoc politique. Les États concernés engagent des mécanismes de dialogue régional plus structurés, cherchant à reprendre l'initiative sur les questions de sécurité. Des cadres de coopération endogènes sont renforcés, limitant le recours aux interventions externes. Les acteurs extérieurs, face à une coordination régionale plus lisible, réduisent progressivement les actions unilatérales. Ce scénario suppose une capacité accrue des gouvernements à traduire les aspirations de souveraineté en dispositifs concrets, crédibles et partagés. Dans un scénario pessimiste, l'évolution bascule vers une escalade diffuse. Dans cette configuration, la frappe du 26 décembre ouvre la voie à une multiplication d'actions similaires. Chaque intervention alimente la méfiance, affaiblit les autorités locales et accroît la fragmentation régionale. Les populations civiles subissent une insécurité chronique, sans ligne de front claire, les alliances se durcissent et la logique d'endiguement l'emporte sur celle de la stabilisation. La sécurité devient alors un champ de compétition permanente, plutôt qu'un objectif commun. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose, raisonner en conditions plutôt qu'en certitude. Si les décisions renforcent la lisibilité politique et la responsabilité locale, la désescalade devient possible. Si au contraire elle privilégie l'opacité et la contrainte à distance, l'instabilité tend à s'auto-entretenir. Le choix ne porte pas seulement sur les moyens militaires, mais sur la capacité à construire une sécurité perçue comme légitime par ceux qui en subissent les conséquences. À ce stade, les dynamiques décrites cessent d'être abstraites et rejoignent directement l'expérience de différents groupes, selon leur position sociale, géographique ou professionnelle. Comprendre ces effets permet de mesurer pourquoi la frappe du 26 décembre dépasse le seul cadre stratégique. Pour les citoyens vivant dans les zones urbaines, souvent éloignés des sites d'intervention, l'impact est indirect mais réel. L'incertitude sécuritaire se traduit par une hausse du coût de la vie, des perturbations dans l'approvisionnement et une inquiétude diffuse face à l'avenir. Même sans violence immédiate, la perception d'une instabilité chronique influence les choix de travail, d'éducation et de mobilité. Les communautés rurales et frontalières ressentent ces décisions de manière plus aiguë. Elles vivent avec l'idée que leur territoire peut redevenir, à tout moment, un espace de manœuvre stratégique. Cette situation renforce la vulnérabilité sociale et alimente un sentiment de marginalisation. Les habitants ont souvent l'impression que leur sécurité est négociée sans qu'ils soient consultés, ce qui fragilise le lien avec les institutions nationales. Pour la diaspora, notamment en Europe ou en Amérique du Nord, ces événements résonnent différemment. Ils ravivent un questionnement identitaire et politique. Comment défendre la souveraineté de régions d'origine, tout en vivant dans des pays directement impliqués dans ces stratégies? Les discours portés par des figures sahéliennes, comme Ibrahim Traoré, trouvent ici un écho particulier, car ils offrent un cadre de lecture alternatif à celui des médias dominants. Enfin, pour les jeunes générations, l'enjeu est prospectif. Elles évaluent ces événements à l'aune des opportunités futures. Rester, partir, s'engager ou se désengager. Lorsque la sécurité apparaît comme imposée de l'extérieur, la confiance dans un avenir maîtrisé s'érode. Ces perceptions, cumulées, pèsent durablement sur la trajectoire sociale et politique de la région. À partir des dynamiques observées, une sortie durable de l'attention ne peut pas reposer sur un seul levier. Elle suppose une feuille de route progressive, articulée autour de responsabilités clairement identifiées et de critères mesurables. La première étape consiste à clarifier politiquement au niveau régional. Les États concernés doivent définir et rendre public leur cadre de coopération sécuritaire. Qui autorise quoi, pour quelle durée et selon quels objectifs précis? Cette transparence réduit l'espace de l'opacité et permet aux opinions publiques d'évaluer les choix effectués. La deuxième étape consiste à renforcer une coordination endogène. Les mécanismes régionaux existants doivent être utilisés comme lieu de décision réel et non symbolique. Une coordination opérationnelle entre États voisins limite la justification d'interventions extérieures
présentée comme indispensable. Cette étape exige des calendriers partagés et des canaux de communication permanents. La troisième étape consiste à se recentrer sur la protection des civils. Chaque action sécuritaire doit être évaluée selon un critère central, son impact sur la vie quotidienne des populations. Des indicateurs simples comme la continuité des marchés, des écoles ou des déplacements offrent des mesures concrètes de réussite ou d'échec. La quatrième étape consiste à assumer la responsabilité et à organiser le suivi. Un mécanisme d'évaluation indépendant, régional ou mixte, permettrait de mesurer les effets réels des stratégies mises en œuvre. Sans suivi, les ajustements restent déclaratifs et la défiance persiste. Enfin, cette feuille de route ne peut ignorer la dimension politique portée par des leaders sahéliens dont Ibrahim Traoré. Leur insistance sur la souveraineté n'est viable que si elle s'accompagne de structures capables d'assumer la sécurité collectivement. Le cœur de la solution réside moins dans la multiplication des moyens que dans la cohérence entre décision, responsabilité et résultats observables. Le fil conducteur de cette séquence revient à ce qui a été observé dès le départ au niveau le plus humain. Comme pour l'agriculteur évoqué plus tôt, la question centrale n'est pas idéologique mais existentielle. Vivre dans un espace où l'avenir semble décidé ailleurs, ou dans un cadre où les choix collectifs sont assumés localement. La frappe du 26 décembre réactive cette interrogation profonde, partagée bien au-delà des zones directement touchées. Ce moment agit comme un miroir. Il reflète à la fois la persistance de stratégies anciennes, simplement reformulées, et l'émergence d'une attente nouvelle de cohérence et de dignité politique. Les discours sur la souveraineté cessent alors d'être abstraits. Ils prennent sens à travers des expériences concrètes d'insécurité ou de résilience. C'est dans cette tension que s'inscrivent les prises de position de dirigeants sahéliens, dont Ibrahim Traoré. Leur portée ne tient pas seulement à leur contenu, mais au fait qu'elles entrent en résonance avec un vécu partagé. La phrase qui s'impose est simple. On ne stabilise pas durablement une région sans l'adhésion de ceux qui y vivent. Tant que cet écart persiste, chaque intervention, même limitée, laisse une trace émotionnelle durable. Arrivé à ce point, l'enjeu n'est plus seulement d'analyser une frappe ou une stratégie, mais de s'interroger sur la place que chacun occupe face à ces dynamiques. Les événements du 26 décembre rappellent que la sécurité, la souveraineté et la stabilité ne sont pas des notions réservées aux cercles militaires ou diplomatiques. Elles façonnent concrètement les trajectoires sociales, économiques et politiques des sociétés concernées. Pour les observateurs, les citoyens et la diaspora, l'acte le plus immédiat n'est pas l'adhésion à un camp, mais l'exigence de lisibilité. Comprendre qui décide, selon quelle logique et avec quels effets réels sur les populations. C'est cette vigilance qui conditionne la possibilité d'un débat public éclairé, loin des récits simplifiés. Les prises de position portées par des figures sahéliennes comme Ibrahim Traoré posent en filigrane une question plus large. Comment concilier autonomie régionale et sécurité collective sans reproduire des schémas de dépendance? La réponse ne peut être imposée, elle doit être discutée. La réflexion reste ouverte, à vos yeux. Quelles conditions sont indispensables pour qu'une sécurité régionale soit à la fois efficace et légitime?